Est-ce que l'effet Mark Carney se fait ressentir dans la région et quoi comprendre de l'inflation? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire, très content de vous retrouver. Voici vos informations. On débute le bulletin en politique fédérale, puisqu'un récent sondage montre que le nouveau chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney, serait l'homme de la situation pour faire face à Donald Trump. Notre collègue Olivier Morin s'est penché sur l'engouement entourant ce dernier. 37 %. C'est la proportion des répondants qui croient que le premier ministre désigné Mark Carney est le mieux placé pour défendre le Canada face au président américain Donald Trump, soit loin devant le chef conservateur Pierre Poilievre. Ce qui fait en sorte que les libéraux fédéraux sont en tête dans les intentions de vote dans la province avec 36 %. Moi, je pense que oui. Moi, c'est pour mon homme, disons, politiquement, là, mais dans le cas qui nous arrive comme c'est là, je pense que il est bon pour parler à Trump. Oui. Pour quelle raison vous pensez ça? Bien, je pense que c'est un gars qui était dans la finance longtemps, puis je pense que pour le Canada, ce serait bon. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, croit que M. Carney est bien positionné pour faire face au contexte. On a quelqu'un qui maîtrise toutes les arcanes de l'économie, qui est en mesure de tenir tête de façon sensée, de façon droite et de façon très correcte à un président qui est hors contrôle. Un son de cloche différent pour le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, dont son parti est passé du premier au deuxième rang dans le récent sondage. Qui est Mark Carney? Ça demeure une question qui serait intéressante à poser au sondage. On se rendrait compte que la solution magique n'existe pas. Le syndrome du sauveur en politique, on l'a vu apparaître souvent, mais ça a souvent donné de mauvais résultats. L'élu fédéral croit également que cette nomination n'aidera pas le Québec. Ce qu'on a vu cette semaine, les libéraux ont négocié avec le gouvernement américain dans l'intérêt canadien. L'intérêt canadien, c'est quoi? C'est d'obtenir un sursis pour l'industrie automobile du sud de l'Ontario. Bien, qu'est-ce qu'on a vu apparaître cette semaine? Bien, des tarifs encore plus augmentés au niveau de l'aluminium, qui est une propriété du Québec, et au niveau de la gestion de l'offre et du lait. Le spectre d'une élection fédérale hâtive est bien présent. Elle pourrait avoir lieu à la fin du mois de mars ou au plus tard à la fin du mois d'avril, selon les spécialistes. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Ah, l'inflation. Un mot sur toutes les lèvres dans beaucoup de conversations. Mais quoi comprendre et comment y faire face pour limiter les impacts sur notre portefeuille de consommateurs? Pour répondre à mes questions, j'ai bien évidemment avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir. Bon, Marie-Hélène, petit cours 101 d'inflation pour les nuls. Concrètement, c'est quoi cet indice-là? L'inflation, en fait, rapidement, c'est ce qui représente l'augmentation continue du prix des biens et des services au fil du temps. Pour mesurer l'inflation, on utilise l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation, qui, lui, va suivre l'évolution d'un panier fictif de biens et de services courants comme l'alimentation, le transport, le logement. Et ça va comparer le prix du panier aujourd'hui à une période précédente, comme le mois passé ou l'année passée. Et si le prix global du panier augmente à travers le temps, bien, c'est là qu'on parle d'inflation. L'inflation, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais. En fait, c'est même bénéfique pour l'économie, en autant que le taux d'inflation soit bas et qu'il soit stable et prévisible. Donc, la Banque du Canada, elle a une cible d'inflation de 2 % par année. Et ce qui va faire en sorte qu'une année ou une autre, là, on a une augmentation de l'inflation plus haute que 2 %, bien, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande, là, dépendamment des contextes. Et justement, au courant des dernières années, il y a eu quand même une augmentation rapide de l'inflation. On parle souvent du panier d'épicerie. Comment comprendre les impacts de l'inflation sur le portefeuille du consommateur? Oui, en fait, l'inflation, ça a vraiment un impact direct là, sur le portefeuille des consommateurs. Le principal impact, c'est la diminution du pouvoir d'achat. Donc, avec l'augmentation des prix, on a une augmentation, une diminution là, de la valeur de notre argent. Donc, ça prend plus d'argent pour acheter la même chose qu'avant. Donc, ça coûte plus cher faire l'épicerie, se loger, s'habiller. Et ça a surtout un impact si nos revenus et nos salaires n'augmentent pas au même rythme que l'inflation, parce qu'à ce moment-là, on a une diminution du niveau de vie. Faut revoir notre budget, il faut faire des choix là, pour maintenir notre santé financière.
Et justement, parlant de ces choix-là, on va profiter du fait que tu es là, en studio avec nous. Est-ce que tu aurais des trucs, astuces pour justement nous aider dans ce genre de situation-là? Oui, bien, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque du Canada aussi a des stratégies pour limiter l'inflation, comme la hausse des taux d'intérêt qu'on a vu dans les dernières années. Concrètement, quand il y a une hausse des taux d'intérêt, on augmente le coût d'emprunt, donc ça incite les gens à épargner ou à reporter leurs projets. Ça vient diminuer la demande. Donc, à ce moment-là, graduellement, avec une hausse des taux, on vient retrouver l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est sûr que cette mesure-là, ça peut être difficile pour les ménages parce qu'en augmentant le taux d'intérêt, on augmente le coût d'emprunt, le coût de remboursement des dettes. Donc, pour les ménages, ce qu'on peut faire, c'est de revoir notre budget, justement, revoir un peu nos dépenses priorisées selon nos objectifs. C'est sûr de s'assurer d'avoir l'argent avant d'acheter un bien là, pour augmenter notre endettement. Sinon, de moyen à long terme, c'est de prioriser l'investissement en faisant un taux de rendement qui est plus intéressant que le taux d'inflation. Donc, à ce moment-là, on augmente notre pouvoir d'achat. On peut aussi profiter des différents avantages fiscaux là, quand on utilise l'investissement qui sont offerts à travers le REER, le CELIAP, le CELI, tout ça. Quand on laisse l'argent dans notre compte de banque, réellement, ce qui se passe, c'est qu'on s'appauvrit parce que le coût de la vie augmente, mais notre épargne, elle reste la même. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'investir pour au moins maintenir son pouvoir d'achat, puis essayer de faire un meilleur rendement, là, dépendamment de notre profil d'investisseur. On peut aussi améliorer notre situation financière avec l'investissement. Donc, ajuster nos priorités. Exactement. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène. Je rappelle que tu es conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste en investissement. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Et on poursuit avec la MRC d'Abitibi qui lance un défi à ses citoyens, celui du compostage. Elle le donne le coup d'envoi au défi 1200 tonnes. Un reportage d'Alexis Dumont. 1200 tonnes de matière organique d'ici la fin de l'année, c'est l'objectif que se lance la MRC d'Abitibi à elle et à ses citoyens. Réduire l'enfouissement, diminuer les gaz à effet de serre et augmenter la qualité du compost, c'est un de nos c'est tous des objectifs qu'on a. Et en même temps, de faire un concours, de l'annoncer à notre population, de motiver un peu les gens, puis de dire que c'est important de le faire pour la planète. Alors que le compostage n'est pour certains pas une habitude, la MRC souhaite que tous mettent en place cette pratique importante, mentionnant que les plateformes de compostage ont une durée de vie plus grande que les dépotoirs de déchets. Il faut aussi non négliger le fait que le site d'enfouissement, ça a une vie utile qui est limitée. Tandis qu'une plateforme de compostage, c'est réutilisable. Alors, une fois que l'infrastructure, elle est là, elle est fonctionnelle et qu'on est bon pour faire le compost, à toutes les années, on vide la plateforme, donc c'est réutilisable. Alors, c'est des bonnes pratiques et moi, je suis convaincu que l'objectif, il est atteignable. Puis, je pense même que l'année prochaine, on pourra augmenter encore nos indicateurs de performance. La MRC instaure également un système de rappel régulier utilisable par courriel ou par SMS dans le but de permettre à tous d'adopter cette pratique dans leur quotidien. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Et au sport, l'heure est au dernier duel de la 117 entre les Huskies et les Foreurs. Les deux équipes ont tout à prouver dans ce match qui sera présenté ce soir 19h à l'Arena Glencoe de Rouyn-Noranda. La Meute tentera de rester invaincue en 8 matchs cette saison face aux Foreurs. Avec une victoire, les Huskies pourraient passer devant l'Armada de Blainville-Boisbriand et trôner au sommet de la division Ouest. Et de l'autre côté, avec une victoire, le Vert et Or pourrait consolider sa 12e place au classement général devant les Highlanders de Charlottetown. Et la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages qui devraient couvrir le ciel de la région au courant de la soirée. Minimum entre moins 9 degrés Celsius et moins 10 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est de la faible neige pour l'Abitibi et un ciel dégagé pour le Témiscamingue. Maximum de 6 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, c'est des nuages avec des maximums entre 8 et 9 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses, puisque je serai là demain, évidemment. D'ici là, prenez soin de vous.